Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis présent de nouveau pour un nouvel épisode et cette fois-ci je vais pas être tout seul parce que je vais être accompagné de mon ami Diego Asconegui qui est expert en horlogerie ancienne. Alors aujourd'hui nous allons nous balader à travers les rues de Genève, donc je m'excuse par avance s'il y a des petits bruits parasites, pour voir des hauts lieux de l'histoire de l'horlogerie genevoise. Et Diego me disait qu'il nous avait préparé pour aujourd'hui un thème un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bonjour à tous et merci de me recevoir sur Répétition Minute. Depuis le temps que tu reçois Benny, je commence à avoir un peu un petit semblant de jalousie. Je comprends bien. Et surtout quand on voit la classe du personnage, être à son niveau, ça sera compliqué. Mais le thème d'aujourd'hui, le thème que j'ai envie de partager avec vous, c'est le Rhône. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Tout simplement parce que c'est un bon moyen de faire un lien entre la Suisse et la France pour nos auditeurs francophones. Exactement. Donc là, est-ce que tu peux nous dire exactement où nous nous trouvons ? Alors, on se trouve dans le quartier de la Jonction, un quartier très populaire de Genève, qui se trouve un peu en aval du lac Léman. Et c'est le moment où justement la ville commence peu à peu à disparaître et on voit la nature un peu reprendre le dessus. Donc c'est un quartier qui essentiellement était maraîcher. D'ailleurs, la plupart des rues portent des noms, les peupliers, les pêcheries et autres, qui nous ramènent justement à ce passé. Mais c'est un quartier qui a été très industriel jusqu'au milieu des années 80. Et alors rapidement, en deux mots, quel est le lien avec l'horlogerie et plus particulièrement l'horlogerie de Genève ? Alors c'est un lien qui est assez évident parce que c'est ici qu'il y aura la plupart des sous-traitants d'horlogerie jusqu'à justement dans les années 80, notamment des grands noms de l'horlogerie comme Stern Cadran, Taubert et Fils, et ensemble justement je vais vous parler un petit peu de ces fabriques. Très bien, on te suit, on y va. Alors, là on est devant un bâtiment, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Voilà, donc on est devant le bâtiment de la Nationale. Donc la Nationale est un fleuron, était un fleuron de l'horlogerie suisse, détenu à moitié par Omega. Et la grande spécialité de la Nationale, c'était les assortiments de l'habillage et tout particulièrement les couronnes. Donc dès le début de son activité en 1905, on peut imaginer que la Nationale a fourni la plupart des horlogers du coin et évidemment son copropriétaire Omega. Donc ça veut dire que si on regarde des montres début du siècle dernier, la couronne, ça vient de là, quoi. Exactement, ça vient de cet endroit précis. Et la Nationale n'avait pas qu'une activité justement dans la fabrication d'assortiments horlogers. Ils se sont spécialisés d'ailleurs dans les années 40 dans les briquets. Et tout spécialement dans un briquet à flamme réglable et cartouches de gaz interchangeables qui vont vendre à Dunhill dans les années 50. Et je connais donc le Dunhill, c'est ok. Le quartier aussi, c'était ce type de briquet-là, ou le Dupont aussi, ou rien à voir ? À vérifier, parce que c'est vrai qu'il y a une grande concurrence avec les briquets français, mais le système justement développé par la Nationale va être un des meilleurs du marché et va très vite concurrencer les autres systèmes. Oui. Ok, donc on a des briquets, on a des couronnes, et maintenant qu'est-ce que c'est ça ? Parce que ça a pas l'air vraiment d'être encore en activité, ou du moins une toute autre activité. Oui, alors comme tu peux le voir, le bâtiment a été surélevé. On a une façade vraiment début du siècle très, je dirais, portée sur l'industrie, enfin très rationnelle avec des grandes baies vitrées. Et le dernier étage, lui, maintenant aujourd'hui, est des lofts de luxe absolument sublimes parce qu'il te donne une vue sur le Rhône et sur les forêts d'en face. Ok, donc il y avait les sous-traitants, maintenant il y a les clients, quoi. C'est là où ils résident. C'est ça, on peut le...
On peut le définir comme ça, très simplement. Ok, bon, alors on continue la visite parce que tu m'as dit que là, le prochain élément, il est juste à côté de ce précédent bâtiment. Là, on le voit là à 5 mètres. Donc, qu'est-ce que c'est ça, ce qu'on voit devant nous? Alors devant nous, on a une façade très longue, elle fait presque 50 mètres de long, et elle va être justement faite sous le mandataire Stern Cadran, Ouais. qui en 1927 va installer ici sa fabrique de cadrans. Donc Stern Cadran, Stern c'est la famille qui détient Patek Philippe, c'est eux qui ont racheté Patek Philippe après, c'est ça hein, l'histoire. Voilà, c'est tout à fait ça. En 1932, donc Patek Philippe va être le capital de Patek Philippe va être repris par la famille Stern. Et fait assez unique, ça va être le seul membre du capital jusqu'à même encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la société est dirigée par Thierry Stern, qui est finalement la troisième génération de cette famille. Ok, et à l'époque où c'était donc juste une activité de cadranier, est-ce qu'ils fournissaient d'autres acteurs de l'horlogerie, d'autres marques? Oui, alors c'était disons un des meilleurs fournisseurs de cadrans. Ils vont fournir notamment une autre grande marque genevoise qui est Vacheron Constantin. Et ils vont même déposer des designs qui leur appartiennent et qui vont être utilisés par d'autres marques suisses. T'as un exemple de design marquant? Oui, il y a un très bel exemple dans le début des années 30 qui est un design très puriste, je dirais, avec des index, un petit bâton lapidé pointu, qui sont doubles à midi. Et après, très simple, je suis sûr que tu trouveras un exemple à montrer en page note de Exactement. l'épisode. On trouve ça dans vraiment les plus belles références du début des années 30, que ce soit chez Vacheron Constantin ou chez Patek Philippe. Ok, et à part ces deux noms, est-ce qu'ils ont aussi travaillé avec d'autres marques ou c'était vraiment exclusivement à Patek et Vacheron? Alors, je cite les deux marques parce que c'est les deux marques genevoises qui me viennent à l'esprit. Certainement qu'il y a d'autres marques dans la Suisse qui ont fait appel à leur service parce qu'évidemment ils étaient très reconnus. Ce qui est intéressant de savoir, c'est les deux marques que j'ai citées précédemment étant à Genève, la proximité aidait et puis on cherchait un fournisseur qui était avec lequel la communication était simple et pour lequel la qualité était reconnue. Ok, on continue? On continue. Alors pendant qu'on marche, je me permets de préciser aussi que dans les notes, là, comme mentionné Diego, on va rajouter évidemment la liste exhaustive des lieux, puis même les coordonnées GPS, comme ça si jamais quelqu'un veut revoir ces lieux de plus près, ils pourront le faire assez facilement. Et donc tu voulais rajouter quelque chose là sur l'usine qu'on venait de voir? Voilà, tout à fait. Donc l'usine Stern Cadran en 1964 va accueillir les ateliers Patek Philippe, qui étaient en fait placés dans la rue du Rhône, un peu qu'on va découvrir un peu plus loin. Et en 1964, ils vont être notamment dédiés à une recherche toute particulière dans laquelle on parle peu, mais où Patek Philippe a été vraiment à la pointe. C'est la recherche du quartz. Donc Patek Philippe, dès 1948, si je me trompe pas, va dédier beaucoup de recherches, va investir beaucoup de moyens dans le quartz parce qu'on sait à court terme que ça va être l'avenir de l'horlogerie. Et notamment, ils vont développer ces horloges qu'on voit souvent. Ces horloges, c'est des vraies armoires extrêmement précises pour avoir une lecture justement précise du temps. Et ces horloges vont fournir des radios, la marine du Pérou par exemple, et autres institutions de renom. Donc ce qui est étonnant justement venant de Patek Philippe, qui est plutôt reconnu pour ses créations luxueuses, d'avoir investi tant de moyens dans le quartz. Ils ont un peu laissé tomber justement cette activité dans les années 80 pour se réorienter dans la production qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, ils ont aussi participé à un projet commun. Il y avait 16 marques qui en faisaient partie pour développer des mouvements de montre bracelet à quartz, dont un des plus connus, c'est le Beta 21, donc ce magnifique calibre. Donc j'aimerais bien un jour m'offrir un petit exemplaire de chez Patek. J'ai plus la référence en tête. Moi non plus, ouais. Je crois que c'est 3587, bref, quelque chose comme ça, mais c'est des designs magnifiques de justement cette période de transition entre l'horlogerie mécanique et l'horlogerie à quartz. Et alors comment s'appelait ce consortium là et quelles étaient les autres marques où certaines marques étaient présentes?
Donc le consortium était derrière justement un centre de recherche qui s'appelait le Centre d'électronique horlogère, Okay. CEH. Et dans ce consortium, on trouve notamment Longines, Rolex, pour en citer quelques-uns, et Omega. Ok, ouais, donc c'est intéressant de voir que tu avais déjà tous les grands noms, chacun dans des segments un petit peu différents, qui s'intéressaient déjà au quartz si longtemps à l'avance. Et je trouve que ça bat un petit peu en brèche l'idée de dire que la Suisse a pas du tout anticipé ou vu venir le quartz. Je pense que c'est plus complexe que ça, mais effectivement c'est intéressant d'avoir ce point-là. Oui, tout à fait. Ça, c'est en fait une réponse un peu simpliste que font beaucoup d'historiens et amateurs de l'histoire, de dire que la Suisse n'était pas prête. Non, il faut aussi se dire que la Suisse a inventé le quartz. Le problème, c'est que les Japonais l'ont industrialisé de manière beaucoup plus efficace que les Suisses et ont inondé le marché avec. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc juste à côté, vraiment l'immeuble mitoyen de l'usine Stern Cadran et Patek Philippe, on a une usine qui a été développée en 1910 qui s'appelait Eugène Tissot et qui était spécialisée dans les chaînes de montres. Donc surtout, on va parler d'habillement. Et évidemment, avec l'arrivée de la montre bracelet, les chaînes de montres vont un peu péricliter et le bâtiment connaîtra plusieurs utilisations avant d'être repris par Beyeler Cadran, le concurrent numéro 1 de Stern, qui va faire notamment les plus beaux cadrans connus de Rolex. Donc c'est un peu la même histoire. C'était un fournisseur aussi de Rolex. De mémoire, ils avaient fait, on en avait parlé, la Daytona, et ça a été ensuite absorbé par Rolex dans les années 2000, c'est ça? Voilà, exactement. Donc Rolex, dès les années 2000, lance une grande politique de rachat de ses sous-traitants, d'ailleurs assez stratégiquement assez intéressante, parce que de ce que je sais, ces sous-traitants continuent à fournir d'autres marques. Donc ça donne un regard extrêmement bon à Rolex de ce que fait la concurrence à travers ses sous-traitants. Intéressant, ok. Alors on continue maintenant. Alors je précise pour les auditeurs qu'évidemment je mets sur pause pendant qu'on marche, parce que sinon avec les bruits de la route, j'espère qu'ils sont pas trop présents d'ailleurs, ça serait un petit peu pénible. Donc là on est arrivé à notre prochain point. Est-ce que tu peux nous dire, Diego, un peu où on se trouve là? Alors ici on se trouve dans une rue qui s'appelle Planta-Poiret. Littéralement, faut traduire ça par planteur de poireaux. Rappelez-vous, je vous ai dit c'était un quartier, toujours ce quartier de la Jonction, très axé sur la nature et le travail des maraîchers. Et juste une petite anecdote, c'est ici qu'a vécu Lénine pendant son exil en Suisse. Donc Lénine va multiplier justement ses voyages en Suisse et en Europe pour fuir la Russie, et va venir ici se regrouper avec des groupes marxistes qui sont en train de préparer justement le renouveau de la révolution russe. Donc c'est pas seulement de la culture horlogère, c'est aussi de la culture géopolitique, historique, ça fait plaisir. Oui, alors tout est très lié finalement. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que même Karl Marx va parler d'horlogerie dans le premier volume du Capital, ce pamphlet qui justement propose un regard très critique autour de l'économie. Et dans ce premier chapitre justement, alors c'est pas le premier chapitre, je crois que je sais plus exactement, c'est autour du 10 par là autour, il va parler de l'organisation des ateliers de l'horlogerie suisse et plus particulièrement genevoise, parce qu'il va faire une visite chez Vacheron Constantin. Donc aujourd'hui, c'est quand même amusant de voir qu'une grande marque de luxe a fait partie d'un des plus grands livres de la théologie communiste. Ouais, c'est un parallèle qui était un peu inattendu. Ouais. Alors là, on est arrivé sur une petite place. J'avoue, moi-même qui vis à Genève là depuis bientôt 3 ans, je la connaissais pas, ou enfin plutôt de nuit. Donc raconte-nous un petit peu ce que c'est ça, Diego. Alors on est à la place des volontaires et devant nous se trouve l'ancienne usine de dégrossissage d'or. Donc Attends, il faut déjà expliquer ce que c'est ça. Voilà. Alors, faut imaginer début du XXe siècle, dans cette usine, on fournissait la plupart des entreprises en métaux précieux.
Ok. Donc, or, platine, argent, et que ça soit pour de l'horlogerie, de la bijouterie, tout type d'industrie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui, ce lieu il a été réaffecté dans fin des années 80 dans ce qui est connu par tous les Genevois, l'usine. Et c'est un haut lieu de la culture genevoise. C'est ici que qu'on voit les plus grands concerts de rock, reggae, house, enfin toute la jeunesse turbulente et culturelle dont j'ai fait partie a passé des grosses nuits ici à l'usine. Eh bah, ça te surprendra peut-être, mais vendredi, j'ai un concert de prévu précisément à l'usine. Donc dans quelques jours, j'y serai à nouveau, mais cette fois-ci de nuit. Ok, puis il y avait encore un dernier truc que tu voulais rajouter là sur l'usine? Oui, alors je suis tombé récemment sur une publicité de 1893 où l'usine propose de l'achat de matériaux précieux, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi de l'aluminium. Et l'aluminium, faut de remettre un peu dans ce contexte-là. À cette époque, c'est un matériel extrêmement innovant, quoi. C'est, je sais pas, au-delà du carbone de nos jours. Et en quoi il était innovant? Enfin, j'allais dire évidemment la légèreté, mais il y avait peut-être d'autres choses? Voilà, la légèreté, ses propriétés justement inoxydables d'un certain côté ou difficilement oxydables, la facilité de la mettre en forme, on peut le fondre, on peut l'étamper et autres, et ce qui est très intéressant pour l'industrie. Ouais. Et d'ailleurs, dans l'industrie qui nous intéresse, l'horlogerie, et puis peu de marques ont pris ce challenge de faire des montres en aluminium. Il y en a une, c'est Vacheron Constantin, qui va notamment faire des montres de poche, mais aussi un appareil complètement fou, qui est un appareil de chronométrie qui va imprimer le temps sur des bandes en aluminium. Donc, il va utiliser justement la ductibilité de l'aluminium pour imprimer le temps et garder une preuve du temps chronométré. Alors cet appareil, je sais que tu le connais très bien, t'étais un petit peu dessus à un moment, tu t'es intéressé à ça, puis on en a pas mal parlé, et ça vaudrait le coup d'en faire un épisode à lui tout seul. Mais tu parlais aussi des montres de poche, et je me souviens aussi, alors t'as peut-être oublié toi, mais moi ça, je m'en rappelle, tu m'avais expliqué quand on avait vu cette montre de poche là, justement un petit peu son histoire. Je me rappelle qu'elle avait été faite en partenariat avec une association en Amérique du Nord. Je me rappelle juste que la pièce était vraiment magnifique, très légère évidemment, je crois 23 grammes ou quelque chose comme ça. Et 19, tu me dis. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pièce qui pour moi c'était vraiment peut-être la plus belle montre de poche que j'ai vue, quoi. Alors cette histoire est très belle parce que c'est justement le détaillant de Vacheron Constantin au Canada qui s'appelle Brix qui va challenger la maison mère pour faire justement une montre entièrement en aluminium. Donc quand on dit entièrement, évidemment, il y a des composants qu'on peut pas faire en aluminium, mais en tout cas la platine, les ponts, le cadran, la boîte et les aiguilles sont faites en aluminium. Et on arrive à un poids total, comme tu dis, de 19 grammes, ce qui représente environ un quart du poids d'une montre faite à la même période en or. Donc complètement fou. Ok, donc c'est vraiment impressionnant. Puis je m'étais souvenu, tu sais, elle avait des index Breguet vraiment magnifiques, et puis même l'aluminium, ça lui donnait un peu cette teinte. Je sais pas, un peu grisâtre, mais très jolie, un peu brossée comme ça, qui est vraiment très très belle, et même un chouïa moderne. Donc enfin je sais pas, j'aimais beaucoup cette pièce là. Et alors là on a continué de marcher un petit peu, et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Voilà, donc là on s'est juste écarté un petit peu et devant nous il y a un bâtiment très beau qui est au milieu du lac, du Rhône. Vraiment, et c'est le bâtiment qui est appelé le bâtiment des forces motrices. Donc c'est un bâtiment qui va être justement inauguré en 1889 pour pouvoir alimenter la ville et les usines en eau du Rhône. Donc faut vous remettre un peu dans le contexte de cette période-là où justement la ville est en train de grandir, l'économie est saine et la production des entreprises horlogères est en train de monter. Donc non seulement évidemment on va utiliser la force hydraulique pour mouvoir certaines machines, mais en plus il faudra les alimenter en eau potable dans les ateliers. Donc c'est à partir de là que vont partir justement toutes ces eaux et par un système de canalisation assez classique.
Et alors je te pose tout le temps la même question, mais alors quel est ce bâtiment, c'est quoi son activité aujourd'hui? Alors justement, dans le début des années 60, il va commencer à être un peu obsolète d'une certaine manière par rapport à la croissance de la ville, et toute cette centrale va être justement poussée un peu plus bas dans le Rhône. Et aujourd'hui, c'est une magnifique salle de concert et un très bel exemple de comment on peut réutiliser un bâtiment industriel. Et c'est vrai que là je fais un petit aparté, mais ce côté industriel qui est ensuite réutilisé, qui fait part de la vie culturelle, c'est vraiment une des spécificités de la ville, je trouve. Alors je te propose qu'on continue de marcher, qu'on aille sur le prochain point d'intérêt pour nous. Alors là on continue de longer un petit peu ce bâtiment des forces motrices, et puis tu voulais nous décrire un petit peu la devanture et puis les sculptures qu'il y avait. Voilà, donc on a longé le bâtiment qui est en forme de L, hein, une forme assez atypique, et on arrive devant la devanture qui fait face à la ville et qui fait face au lac, où justement tout en haut on retrouve une figure de Neptune, que je trouve très belle, et sur les latéraux de cette grande baie vitrée on retrouve des attributs à la mécanique, donc on retrouve des roues dentées, des pistons, voilà, tout ce qui faisait la gloire de ce bâtiment, qui était vraiment une prouesse d'ingénierie pour l'époque. Je vous rappelle qu'on est en 1889, donc très impressionnant. Non, c'est vrai que c'est joli, le bâtiment il est vraiment impressionnant. Et puis alors après là si on se retourne, donc il y a une sorte d'altercation là qui est en train de d'avoir lieu, mais ça a l'air de se calmer. Non, blague à part, il y avait ce bâtiment là aussi, tu m'en parlais un petit peu Voilà. sur le chemin? Oui, alors ce bâtiment qui est derrière nous est très imposant. Je sais pas, il a 1, 2, 3, 4, 6 étages, hein, en tout cas, et c'est un bâtiment qui va accueillir une espèce de coworking de l'horlogerie, hein, au début du XXe siècle, où on va retrouver des marques connues comme Badelet. Peut-être que ça te parle. Alors j'avoue que pas du tout. Alors, grande marque horlogère qui a un peu survécu à travers les âges et qui a fait un retour dans les années 2000 avant de un peu s'éteindre, mais c'était des grands spécialistes de l'extra plat. Il y avait qui d'autre comme marque on peut connaître? Alors c'était des petites maisons, parce qu'évidemment les grandes eux se permettaient de construire leur propre espace, mais c'est intéressant de voir ce principe de coworking dans le même domaine d'activité. Ouais, effectivement. Alors c'est un comment dire, une façon de travailler qui nous semble très très récente, mais finalement là aussi l'horlogerie et la Suisse ont été précurseurs. Et alors c'est marrant comme endroit parce que maintenant on voit des pêcheurs, en fait des pêcheurs du dimanche là qui sont en train de pêcher dans le Rhône. Et puis c'est aussi un endroit où maintenant il y a des petits bars, des choses comme ça où on peut boire un verre en fin de journée ou le week-end. Donc là on va continuer un petit peu notre périple, on va passer sous un pont, et le prochain endroit dans lequel on va aller, il s'appelle comment? Donc c'est les Halles de Lille. Et les Halles de Lille étaient les anciens abattoirs de la ville en 1851. Et ils vont vite être déplacés parce que et les bruits des bêtes agonisant et l'odeur vont déplaire au voisinage, et du coup les abattoirs vont descendre en fait et rejoindre le quartier de la Jonction dans lequel on était avant. Bah là aussi précurseur avec le bruit et l'odeur. Ok, alors blague à part, raconte-nous un petit peu ce que c'est ça maintenant. Non, alors évidemment, une fois que les abattoirs étaient partis, on a fait un marché couvert, qui est d'où le nom les Halles de Lille. Et c'était un des premiers marchés couverts et permanents de Genève. Ok, alors on va continuer de marcher, on va même carrément le traverser. Alors je vais couper parce que le bruit était un peu assourdissant. Alors là voilà, il y a un petit peu moins de bruit. Alors tout le monde nous regarde bizarrement parce qu'on a un micro. Mais alors qu'est-ce que tu voulais nous dire là de cet endroit-là, Diego? Alors une chose dans l'autre, ben évidemment l'endroit a été transformé, c'est plus un marché. Par contre le concept existe toujours, arrive, endroit que je recommande pour aller manger si on aime un peu les esprits marchés. Et aujourd'hui les Halles de Lille où on se trouve sont devenus un des hauts lieux de la vie nocturne genevoise. C'est loué pour des soirées d'entreprise et autres, et l'esprit est plutôt sympa. Comme tu peux voir, on est une sorte de cour intérieure avec une ancienne cabine de ski
parce que comme on nous l'annonce, la fondue is back et winter is coming, donc c'est le moment de prendre des calories. Ok, bon allez, on continue. Et alors là, on sort des halles et puis on est sur une petite passerelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette passerelle? Alors cette passerelle est l'un des ponts qui justement traverse le Rhône et qui permet de rejoindre depuis la rive gauche la rive droite. Celle-ci, elle est piétonne et c'est assez intéressant parce que elle a servi récemment d'inspiration pour le design d'une montre. Donc c'est la One Bridge de Laurent Ferrier. Et comme raconte justement Laurent Ferrier, il habitait pas très loin, hein, ici, un quai de Lille, et il voyait tous les matins cette passerelle. Donc il lui a fait un petit hommage en faisant une montre. Donc même les éléments, on va dire, de la ville se retrouvent des fois dans les montres. Ok, alors on continue. Ok, donc là on est quai de Lille, donc c'est un nom qui sonnera familier, je sais pas si ça se dit en français comme ça, à beaucoup d'amateurs d'horlogerie. Alors est-ce que tu peux nous en dire là aussi un petit peu plus? Voilà, donc on se trouve sur ce quai qui est finalement très court, hein, comme tu peux le voir, il fait, je pense, moins de 200 mètres. Et sur lequel en 1875 Vacheron Constantin va établir sa manufacture. Et plus tard, je crois en 1903, en tout cas début du siècle, ils vont ouvrir leur première boutique avec un accès au rez-de-chaussée. Avant, l'accès se faisait que dans les étages, mais là maintenant, les passants pouvaient voir les vitrines comme on l'expose finalement aujourd'hui. Et puis alors quai de Lille, c'est aussi le nom d'une collection qui a été lancée, je crois que c'était en 2007 ou 2006 par Vacheron Constantin. Justement, j'imagine aussi là aussi pour commémorer ce moment de leur histoire. Absolument. Donc quai de Lille était assez moderne pour l'époque quand on y penche, parce qu'il y avait déjà un principe d'interchangeabilité, de cornes, de bracelets. Je me souviens encore de quelques publicités où on pouvait le faire à partir d'un iPad. Donc il faut 10 ans en arrière, ça semble déjà assez futuriste. Et quai de Lille est justement un endroit important pour la maison, mais finalement c'est un moyen de communiquer que les marques horlogères utilisent beaucoup, hein, ce lien tradition, d'être ancré, et je pense qu'on est une des rares industries à le faire, donc à utiliser un fort marketing axé sur des valeurs du passé et des origines. Ok, alors on continue. Et donc là on est juste à côté, puis tu me montres là au-dessus de la porte, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on est juste en face de ce qui était la porte d'entrée de la manufacture. Et au-dessus, on trouve un macaron avec les initiales FC, donc les initiales de François Constantin, le co-créateur de la marque Vacheron Constantin, quand il s'associe justement à Jacques Barthélemy en 1819. Jacques Barthélemy Vacheron. Voilà, Jacques Barthélemy Vacheron. Et pourquoi finalement on retrouve ces initiales au-dessus? C'est tout simplement parce que ce bâtiment va être, les travaux de ce bâtiment vont être gérés par son neveu. Et en hommage, je pense à son oncle, il va faire marquer le dessus de la porte par ses initiales. Ah, c'est marrant parce que c'est un détail. Si tu me l'avais pas dit, je l'aurais ni même vu, et quand bien même j'aurais vu, j'aurais pas été en mesure de l'identifier. Et alors là, on est juste à côté, à Bel-Air, là sur une place. Donc c'est un peu pour moi le centre de la ville. Il y a tous les arrêts tram, donc vous entendrez peut-être même d'ailleurs des bruits de tram. Et on se trouve devant une grande tour. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est la tour de Lille. Donc immeuble très important, monument très important de Genève et dans le cœur des Genevois aussi. Donc comme tu peux voir, l'architecture est un peu médiévaliste. C'est beau, ça. C'est beau, hein. C'est encore plus beau quand c'est bien prononcé. Mais justement, cette tour date du XIIIe siècle. Elle est construite d'ailleurs étonnamment en utilisant
une partie des remparts de l'ancienne ville et certains archéologues ont pu même retrouver des pierres romaines dans les basements de cette tour. Mais bon, si on revient un peu à l'horlogerie, ce qui est intéressant, c'est que cette tour a été désaffectée par la gendarmerie en 1823 et Vachon Constantin va en profiter pour y installer ses ateliers. Et ils resteront là-bas jusqu'à la construction de l'usine qui se trouve vraiment à côté. Et cette tour va connaître plusieurs évolutions, notamment au niveau de l'horloge. Donc là, aujourd'hui, on voit un grand cadran dans lequel on peut lire Post Tenebras Lux, qui est, Marc, après les ténèbres, la lumière. Voilà, merci. Je vais te donner ton passeport bientôt. Donc ça, c'est vraiment le motto de la ville de Genève. Ouais. Et derrière, alors ce cadran, elle n'a pas toujours été ainsi. À un moment donné, il y avait 3 cadrans sur cette horloge. Un central pour l'heure de Genève, un autre pour l'heure de Berne, qui est... Alors là, il faut que tu arrêtes avec les devinettes, parce que c'est toi le vrai Suisse, c'est pas moi du tout. La capitale de la Suisse. Ah oui, bon, ça je savais, ouais. Je croyais qu'il y avait un autre lien. Je reprends ton passeport. Et le 3e cadran était pour l'heure de Paris. Bon, alors 3 cadrans, pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, finalement, les pays ont fonctionné avec le système solaire. C'est-à-dire que même si on avait des montres précises, même si on avait des chronomètres à cette époque, on réglait toujours par rapport au midi vrai. Donc c'est le moment où finalement le soleil est le plus haut au zénith. Ouais. Et d'ailleurs, sur ce bâtiment, vous pouvez voir là un peu plus bas, il y a... ils peuvent pas voir, ils peuvent écouter à la rigueur. Ils peuvent écouter, merci. Ce qu'on appelle une méridienne. Donc une méridienne est simplement un disque percé d'un trou au centre. Et quand il fait beau, évidemment, au moment de midi vrai, il y aura une ombre qui va se projeter sur la façade du bâtiment et va nous dire en plus quel moment on se trouve dans l'année. Et tu vois cette courbe elliptique là, ça te fait penser à quelque chose ? Le signe de l'infini, mais enfin comment on appelle ça, pas les ellipses, mais les orbites de quelque chose, non ? Alors t'es trop poétique, Marc, tu vas chercher trop loin. Non, là, ça c'est la courbe qui va après nous définir les cams pour indiquer l'équation du temps dans les montres. Bien sûr. Voilà, effectivement. Alors, ce que je propose, c'est qu'on arrête de tout ce qui est horloge atomique, etc. Et puis demain, à midi, on se pointe là tous avec nos montres et on les met à l'heure. À l'heure vraie. À l'heure vraie, voilà. Allez, on continue. Alors, donc là, on a continué de marcher. Je vois encore la tour de Lille, on est à côté. Et on est rue du Rhône. Voilà, donc rue du Rhône fait partie des grandes artères de luxe européennes. Et son nom, évidemment, comme vous l'aurez deviné, vient de la rivière qu'on vient de remonter. Et on va rentrer dans le Passage des Lions. Alors, le Passage des Lions est un endroit que j'aime beaucoup, parce qu'il est non seulement chargé d'histoire, mais récemment, il a été restauré, et c'est une très belle galerie marchande. Et alors, juste pour continuer, pour donner un peu plus de contexte sur la rue du Rhône, si on fait la comparaison encore une fois avec Paris, ce sera un peu les Champs-Élysées. Et c'est là où il y a toutes les boutiques de montres, ou en tout cas la plupart des grandes marques qui sont représentées. Et alors c'est vrai que si vous voulez vous faire un après-midi horloger, aller de boutique en boutique, c'est vraiment sur Genève, c'est vraiment l'endroit où aller. Voilà, c'est un endroit qui non seulement est très luxueux, mais qui en constamment changement, notamment là on se trouve dans ce qu'on peut appeler le bas de la rue du Rhône, qui peu à peu est en train d'être un peu oublié par les maisons de luxe, et elle remonte plus haut dans la rue du Rhône, elle se rapproche plus du centre, et ça c'est peut-être ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années, mais c'est intéressant de voir que voilà, l'industrie du luxe est en constante évolution. Très bien, bon alors on continue, on va donc au Passage des Lions. Ok, alors là on est dans le passage, on voit des poussettes et on entend peut-être même des enfants qui crient, mais tu voulais nous dire quelque chose ? Voilà, donc on est dans ce passage très lumineux qui va être en fait restauré en 1906, parce que d'abord c'est un passage un peu sordide et sombre, mais un propriétaire riche français, notable, habitant à Genève, qui est propriétaire de la plupart des immeubles aux alentours, va créer justement cette galerie marchande dans un style, là on se croirait un peu au Grand Palais à Paris, qui a beaucoup d'imagination, mais tu vois le type de verrière. Autre chose, c'est ici aussi que va
être les ateliers de Both. Donc Both, c'est important d'en parler, parce que c'est une grande figure de l'horlogerie genevoise. Ok. C'est un monsieur qui vient d'un milieu très modeste et né donc fin du XVIIIe siècle, 1772, et va créer peut-être l'un des plus grands ateliers d'horlogerie et d'exportation de montres. Donc Both est un peu un touche-à-tout. Il va s'essayer à plusieurs métiers de l'horlogerie, bijouterie et maillerie, mais il va surtout exceller dans le commerce. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de légendes autour de Both, notamment une que j'aime bien raconter, c'est celle avec le directeur des douanes français. Alors c'est quoi la légende alors, faut que tu le racontes? Alors, apparemment, le directeur des douanes français, donc là on se place au début du 19e siècle, était un peu agacé de voir rentrer beaucoup trop de montres suisses sur son territoire, et il va justement incognito arriver à Genève et passer une commande chez Both. Alors il va évidemment commander la montre la plus chère possible, prévenir tous ses effectifs d'être bien attentif, parce que cette commande risque de passer la douane sous peu. Et une fois arrivé à Paris, il va découvrir la commande qu'il a faite sur son bureau. Donc Both avait soudoyé son valet et avait fait voyager la commande dans le propre carrosse du directeur. Et évidemment, personne n'avait osé fouiller le carrosse du directeur. Et la montre avait pu passer comme ça à travers les douanes et passer évidemment les taxes, parce que les taxes, c'est l'ennemi juré numéro 1 des horlogers suisses. Ok, bon bah comme ça, là aussi c'est dit. Et donc là on continue à remonter la rue du Rhône. Alors qu'est-ce que tu voulais nous dire ici là? Donc là on a justement quitté le passage des Lions, on remonte la rue du Rhône et on va arriver vers un autre passage assez intéressant et finalement un peu touristique, mais il faut passer par les lieux touristiques. C'est le passage Malbuisson. Donc le passage Malbuisson est aussi un lieu qui était assez sordide et étroit et qui va être complètement refait au début des années 30 par un architecte très connu à Genève, s'appelle Maurice Braillard. Il va l'élargir et créer aussi une galerie assez luxueuse marchande. Ok. Et alors, il est où ce passage exactement? Alors, là, je le vois pas. On y arrive, c'est au niveau 40 rue du Rhône, mais c'est aussi ici que Piaget va ouvrir en 1959 sa boutique, et ils sont toujours là. Donc c'est juste pour vous situer un petit peu de quand date cette antériorité de rue du Rhône comme grande artère de luxe. Donc c'est au niveau des années 40 là, avec l'ouverture de Piaget. C'est eux les premiers, ou il y avait d'autres marques? Alors, comme on l'a dit, il y avait Vacheron juste début des 1906 Ouais. avec sa boutique, mais qui était un peu plus bas et plutôt place. Pas rue du Rhône à l'époque. C'est pas rue du Rhône, c'est un peu avant, mais on peut imaginer que là, il y a un peu des élans pour créer des boutiques de luxe. Mais ce qui est intéressant avec Piaget, c'est qu'ils n'avaient pas leur manufacture ici, rue du Rhône, contrairement à Patek Philippe ou à Vacheron Constantin, mais ils ont vraiment ouvert cet endroit pour accueillir du public. Donc vraiment ce concept de boutique et pas d'atelier qui fait aussi de la vente, quoi. Exactement. Ok. Et Piaget, la même année, va lancer ce fameux calibre, justement le 12P, qui est ce calibre extra plat automatique, assez impressionnant. Je crois qu'il mesure un truc comme 2 mm d'épais. Et il y a une photo que j'aime beaucoup, une photo d'Alain Delon qui la porte dans justement une première de Paris est-il en train de brûler. On le voit sourire et à son poignet, il a cette version en or gris des années 60 justement qui utilise ce calibre. Ça vous remet aussi un peu dans l'époque et dans le style de personnes qui pouvaient porter ces montres faites à Genève.
Alors c'est marrant parce que je connaissais pas cette photo, donc je vais la rechercher puis je la mettrai aussi dans les notes. Mais alors Delon, moi je l'ai plus en tête avec des Rolex, avec il a une Royal Oak aussi, je l'ai déjà vu avec. Donc c'est marrant effectivement. Alors j'ai une autre question là qui me vient à l'esprit là, ce que tu disais 12P. Alors, je sais pas si t'as la réponse, mais ils mettent souvent Piaget des P à la fin de leur calibre. Est-ce que c'est juste P pour Piaget, comme là il y avait le 900P, des trucs comme ça, ou est-ce qu'il y a une raison, tu sais éventuellement? Alors, si je me trompe pas, le 12, c'est le nombre de lignes. Ouais. Donc, les lignes, c'est cette ancienne unité horlogère pour calculer le diamètre des mouvements. Ouais. Et du coup, un 12P est déjà un calibre masculin parce que assez grand. Et effectivement, je pense que le P devient de Piaget ou peut-être plat. Faudrait leur poser la question. Ok, intéressant quand même, merci. Et alors là, on est toujours dans la galerie, je lève les yeux et je vois une espèce d'horloge, même mieux que ça en fait. T'as l'indication dimanche 22 octobre. T'as tout. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un très beau carillon qui a été fait en 1962. Ah, il y a les cloches aussi, ouais. Il y a des cloches, exactement. Je crois qu'il y en a même 40 de cloches, si je me trompe pas. Et ça joue un air de l'escalade. Donc, Est-ce que tu peux expliquer Non, alors, moi je sais, mais explique si tu le sauras mieux l'expliquer que moi. Donc, l'escalade, c'est une bataille qui va avoir lieu en 1602 et qui va confronter justement les soldats du duc de Savoie et les habitants de la ville de Genève. Savoir qu'il y avait un traité de paix qui a été enfreint et en 1602 justement les Savoyards vont rentrer de nuit dans la ville et vont réveiller les habitants et essayer de mettre à sac la ville. Donc depuis cette bataille, on célèbre à Genève chaque année, on commémore en se déguisant parce qu'on veut justement imiter les habitants qui sont réveillés au milieu de la nuit pour lutter tous ensemble contre l'envahisseur. Et alors, une question que je me posais, parce qu'il y a un gros panneau Longines. Est-ce que l'horloge elle a quelque chose à voir avec Longines ou rien à voir? Alors Longines, justement, l'horloge a fait appel à plusieurs corps de métier entre les fabricants des automates, parce qu'il y a un cortège qui défile à chaque heure avec justement les soldats savoyards, les habitants qui racontent un peu l'histoire. Il y a le décor, comme tu peux voir, qui est peint avec la ville de Genève en toile de fond, ouais, de nuit. Donc il y a eu plusieurs corps de métier et Longines a été maître d'œuvre et justement mécène de ce carillon. Ok, donc d'où la présence de la marque. Alors là, on est ressorti de la galerie, on est sur la rue du Rhône. On avance un petit peu, on entend la tour de Lille, exactement. Je sais pas si ça s'entendra, mais je vais laisser quelques instants. Et voilà, donc c'était un petit bout de la tour de Lille. Je sais pas si ça rendra quelque chose à l'enregistrement. Et puis alors là, on se trouve devant le bâtiment Patek Philippe. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, alors le bâtiment Patek Philippe, ici à la rue du Rhône, peut-être fait partie des plus beaux bâtiments de cette rue. Et c'est un bâtiment qu'on doit à Jacques-Émile Gauss, qui est un architecte genevois très connu, qui va notamment faire le Grand Théâtre à Genève. D'accord. Et en 1851, Patek Philippe va faire appel à lui pour fabriquer ce qui va être leur boutique et leur manufacture. Donc c'est un petit peu le schéma qu'on disait tout à l'heure avec le côté et manufacture et boutique réunis sous un même toit, ce qui existe maintenant que chez les tout petits indépendants en fait, mais c'est plus trop le schéma. Et ben je te propose qu'on continue, ou alors tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Alors, non, mais t'as tout à fait raison. Aujourd'hui, on retrouve cette relation entre le fabricant-vendeur chez des indépendants comme Kari Voutilainen, Akrivia et autres. Ouais. On pourrait tous les citer. Mais au 19e siècle et même durant le début du 20e, c'est assez monnaie courante. Du coup, il faut faire appel aux meilleurs architectes, mais aussi en jeter plein à vue par l'architecture de la boutique. Bien sûr. Et ce qui est intéressant avec Patek Philippe, c'est qu'ils vont avoir un système assez innovant. Donc à cette époque-là, il n'y a pas encore d'électricité publique. Toute la ville fonctionne au gaz. Et eux, ils vont installer des générateurs d'électricité dans les sous-sols pour avoir l'électricité non seulement dans la boutique, mais en plus dans leurs ateliers. Donc assez pionnier dans la matière.
Et on retrouve encore, parce que ça a été un peu par étapes, hein. Ils ont commencé à utiliser 2 étages, puis 3, puis ils ont fait construire des quatrièmes dans des styles différents. Et la vue qu'on a d'ailleurs dans ces derniers étages qui étaient les ateliers, on trouve des magnifiques photos des années 50. On voit les horlogers travailler en face du lac. Mais avant ça, quand ils utilisaient que les 2 premiers étages, on voit d'autres images d'ailleurs où on voit Tiffany & Co. Et c'est assez sympa parce que la boutique a gardé encore des coffres qui sont évidemment pas utilisés pour des raisons de sécurité, mais qui sont visibles dans la boutique et qui sont encore monogrammés Tiffany, et que la marque a laissé quand ils ont quitté Genève. Et puis ce qui est intéressant aussi de rajouter, parce que tu parlais de les horlogers qui avaient la vue sur le lac, c'était pas juste pour avoir des conditions de travail apaisantes, etc. Mais c'était aussi pour bénéficier de la lumière du jour. Et c'est comme ça qu'on travaillait à l'époque. Absolument, c'est quelque chose qu'on abordera peut-être un peu plus tard en parlant des cabinotiers, mais de ce côté-là du lac, rive gauche, c'est pas très appliqué. On le verra surtout sur la rive droite, donc ces derniers bâtiments des immeubles, souvent fabriqués en bois, d'où le nom de cabines, qui sont là-bas pour bénéficier d'un maximum de lumière. Ok, alors je te propose de continuer le chemin. Alors on va continuer un petit peu par là. Et puis juste à côté, donc on a la boutique de Bucherer qui fait l'angle. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur cette boutique? Ouais, alors Bucherer, c'est quand même un exemple d'une réelle réussite à la Suisse. Donc cet détaillant qui commence en 1888. Et qui va aujourd'hui être un des leaders dans la vente de montres en Europe. Je sais plus, il me semble qu'ils ont 17 points de vente, dont une des plus grandes boutiques d'Europe qui se trouve à Paris. Et ils doivent leur succès notamment avec une relation très proche avec Rolex, parce que en 1924, ils commencent à être l'un des premiers détaillants de Rolex. Et dernièrement, ils ont beaucoup fait parler d'eux parce qu'ils ont dédié un étage de leur magnifique boutique au pre-owned. Donc par pre-owned, faut entendre un peu, c'est un peu péjoratif, mais le mot montre d'occasion. Donc c'est pas péjoratif. Non, mais c'est vrai qu'on fait le parallèle avec les voitures d'occasion. Mais là, c'est pas du tout le cas parce que c'est des montres qui ont été certes déjà portées, mais entièrement restaurées, authentifiées par les maisons mères. Et ils proposent justement une très belle sélection de montres pour des gens qui sont d'accord d'avoir un bon rabais sur leur montre et ne pas acheter une montre neuve. Non, alors, le sujet du pre-owned, il est évidemment hyper intéressant. Je pense que c'est intéressant aussi de voir des acteurs qui faisaient parce que les montres d'occasion c'est pas nouveau, mais ce qui est intéressant c'est de voir des acteurs qui faisaient exclusivement du neuf se mettre aussi sur le pre-owned. Donc j'ai pas eu encore l'occasion d'aller en propre là à l'étage concerné, mais j'avais regardé un petit peu l'inventaire sur internet et c'est vrai que ça donne envie d'aller voir un petit peu. Et puis alors là on continue à marcher, on est place Longemal, et puis on voit juste à côté sur la place Longemal, il y a notamment la boutique Vacheron Constantin. Est-ce que tu voulais dire, tu connais l'histoire un petit peu de la boutique? Oui, alors c'est un peu ce qu'on racontait tout à l'heure par rapport à cette évolution dans la rue du Rhône où les boutiques ont tendance à remonter sur le côté lac plutôt et un peu oublier le début de la rue. Et l'histoire de la boutique Vacheron Constantin est assez intéressante parce que d'abord, imaginez un peu comme une boutique temporaire pendant qu'ils faisaient leurs travaux dans la maison mère dont on a parlé tout à l'heure à Place Bel Air. Cette boutique est devenue partie du paysage et finalement leur clientèle a eu plus l'habitude de venir ici que d'aller en île. Alors c'est vrai qu'il y a moins cet aspect historique, mais aussi il faut vivre avec son temps et il faut suivre les évolutions et les modes de cette industrie. Et puis du coup maintenant c'est un peu le point de vente un peu phare de la marque sur Genève. Et alors là on a traversé la rue du Rhône, on s'est rapproché du lac et on est devant l'horloge fleurie. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi?
Voilà, donc l'horloge fleurie, c'est un haut lieu de tourisme genevois. Enfin, c'est impossible de venir à Genève et de pas voir l'horloge fleurie, ou du moins de se prendre en photo devant. Et cette horloge, donc, elle a été faite en 1955. C'est un peu une référence mondiale de la mosaïculture de fleurs. Alors, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Moi non plus. Mais apparemment, il y a plus de 12 000 sortes de fleurs qui sont plantées annuellement sur cette horloge, avec un système assez innovant d'arrosage. Et en 2017, elle a été rénovée et ses aiguilles ont été offertes par Patek Philippe. Voilà, donc ces belles aiguilles dauphines qu'on retrouve d'ailleurs dans leur marque, mais il n'y a aucun lien évidemment entre les deux. Mais l'aiguille des secondes est un record mondial. C'est l'aiguille de seconde la plus grande au monde. Elle fait 2,50 m. D'accord, ok. Alors, je savais pas qu'il y avait des records du monde de taille d'aiguille des secondes. Mais voilà, on en apprend tous les jours. Je suis ravi de faire partager ça. Alors, on continue. Donc on continue et on peut apercevoir un peu au loin le jet d'eau, autre symbole de la ville. Ouais. Donc rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure du bâtiment des forces motrices et l'importance qu'il avait pour acheminer de l'eau dans les habitations et les usines horlogères. Et ce même bâtiment, les vendredis, avant que la consommation baisse, avait tendance à relâcher la pression par un petit jet qui faisait, je crois, autour des 14 mètres, un truc comme ça. Et c'est devenu une attraction connue de la ville. Donc plus tard, on a eu envie d'en faire un symbole et de faire le jet d'eau qu'on connaît aujourd'hui, qui est à une taille de 148 mètres, si je me trompe pas, avec un débit d'eau très impressionnant. Et c'est vrai que c'est le symbole de la ville de Genève. Et puis on le retrouve souvent sur des éditions limitées. Et en parlant de la ville de Genève, là je vois un drapeau flotter. Alors je sais que ce drapeau-là, tu le retrouves sur le poinçon de Genève, enfin cet emblème-là. Mais je connais pas toute la signification, donc je me dis que toi tu dois savoir mieux que moi. Donc je t'écoute. Alors je suis pas certain à 100% de la signification, mais certainement des historiens pourront un peu nous corriger. Donc le drapeau est déjà de deux couleurs, le jaune et le rouge. Donc c'est des couleurs assez qu'on retrouve très loin dans l'histoire de la ville. Et d'un côté on retrouve un demi-aigle avec une tête couronnée, et de l'autre côté on retrouve une clé. Donc la clé, c'est la clé, le symbole de la cathédrale de la ville, de Saint-Pierre, qui est le gardien des clés du paradis. Et le demi-aigle, c'est justement, nous revient de très loin, hein, c'est de l'empire germanique romain qui a dominé la partie de Genève. Alors intéressant parce que quand Napoléon va annexer Genève à la France, il va enlever la couronne de l'aigle. Hein, il avait des petites fixettes sur les couronnes, notre ami Napoléon. Et du coup, le drapeau de Genève va changer, il va avoir une forme un peu différente. On va voir apparaître les abeilles de l'empire de Napoléon, mais aussi Genève va devenir chef-lieu du département du Léman. Donc oui, Genève a été français pendant une très courte durée, mais on a une relation très proche justement avec la France. Et puis Napoléon, premier influenceur de l'histoire, hein, quand même, parce qu'on le retrouve dans les publicités Breguet de temps en temps, donc c'est important de le souligner aussi. Absolument, grand amateur de luxe et d'objets de luxe. Bon, allez, on arrête avec les bêtises et puis on continue de marcher là le long du lac. Puis alors il y a un autre truc moi qui me plaît bien à Genève, et c'est pour moi aussi un petit peu un des symboles de la ville, c'est ces panneaux lumineux qu'on a là sur le bord du lac, avec des enseignes principalement horlogères. Il y a des banques aussi, mais là devant moi on voit Vacheron, Zénith, Baume et Mercier, Breitling, Rolex, Tudor, etc. Et c'est vraiment un peu l'emblème de la ville. Et souvent quand on voit des publicités qui parlent de Genève, c'est vraiment ce point de vue là qu'on va voir. Donc vraiment ça montre l'importance que vont avoir évidemment les marques d'horlogerie genevoises justement sur l'impact sur la ville. Et alors là, où est-ce qu'on est exactement? Alors là, on se trouve sur l'île Rousseau. Donc c'est une petite île qui est vraiment au début du Rhône. Une fois que le Rhône quitte la rade de Genève et continue son chemin jusqu'à Marseille finalement. Et
donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'île Rousseau est nommée d'après justement le grand penseur du XVIIIe siècle, Rousseau, qui, ce qu'on sait moins, est issu d'une longue génération d'horlogers. Donc, ce serait, si Rousseau était devenu horloger, il aurait été le 4e dans sa génération. Et Rousseau, donc, jusqu'à l'âge, tout son jeune âge, va avoir comme cadre éducatif l'atelier de son père, avant de quitter Genève pour devenir horloger du sultan à Constantinople, dans le palais d'aujourd'hui du sultan, voilà, de palais aujourd'hui. Et c'était une fonction de haut rang parce que l'horloger notamment avait fonction de rappeler les heures de prière. Donc il était vraiment très important auprès du sultan. Et Rousseau donc va revenir et va élaborer tout au long de ses voyages les grandes idées humanistes qu'on lui connaît. D'ailleurs, on pense que nombreuses d'entre elles viennent de cette corporation d'horlogers, orfèvres et émailleurs qui avait sur la rive droite de Genève dans ce qu'on appelle la fabrique. Et ça, on pourra en parler certainement lors d'un prochain épisode. Avec plaisir, ouais. Et puis il y avait une citation que tu me disais en marchant là sur Rousseau. Oui, alors Rousseau disait souvent qu'un horloger genevois était un horloger de salon, donc un horloger qui avait une grande culture générale, qui sortait à l'opéra, qui se documentait, voilà, s'éduquait, et c'était bien loin de l'image que après le 19e siècle a pu créer de l'horloger ouvrier dans l'industrie. Bah, et tu représentes toi-même bien cette tradition de l'horloger selon Rousseau. Alors bah là on a fini notre tour de Genève. En fait ça fait quasiment 2 heures qu'on marche. Alors quand vous écouterez cet épisode, évidemment il aura été raccourci, hein, tous les moments où on marchait entre 2 points, on les aura coupés au montage. En tout cas pour moi c'était vraiment un plaisir de faire ce tour avec toi. Et puis et ben voilà, on aura l'opportunité de faire d'autres épisodes où on va se concentrer sur d'autres endroits de la ville de Genève, et on pourra nous profiter de tes lumières dessus. Donc merci encore à toi. Merci Marc. À bientôt, salut. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.